Bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, donc l'émission quotidienne qui donne la parole à celles et à ceux qui méritent de la voir. Alors aujourd'hui, quart d'heure de célébrité de Thomas Slobodsky. Bonjour. Bonjour Jean. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais présenter rapidement Thomas et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, Thomas Slobodsky, vous êtes membre fondateur d'Acuité, donc qui est l'association pour la qualité de l'information. C'était en 2003 et vous en êtes devenu président en 2006 après avoir créé les cafés de l'info. Tout à fait. Vous avez reçu un certain nombre de personnalités, dont Daniel Scheinerman, Elisabeth Lévy, des gens éminents et influents dans le domaine des médias. Alors, vous êtes entré en politique à l'UMP, c'était en 2008, et en 2009, vous avez créé avec Charles Piketty et Renaud Dozoul un club politique qui s'appelle Liberté et République. C'est bien cela ? Tout à fait. Parfait. Alors, première question, donc il faut que j'informe nos internautes que j'ai moi-même créé donc, cette association qui s'appelle Acuité, et j'en suis parti en fait parce que je voulais un peu rentrer dans l'action des choses. Bon. Donc j'ai commencé à enquêter, j'ai enquêté sur Thierry Ardisson notamment, et j'ai contribué, je pense à ma petite mesure, au départ de Thierry Ardisson du service public. J'en étais très fier, et puis je me suis rendu compte que à la place, il y avait des clones un peu d'Ardisson qui venaient le remplacer, donc j'étais très déçu. Donc je les citerai rapidement, Zemmour, Ruquier, Tadei, etc. C'est ce que j'appelle des bébés Ardisson. Et je me suis rendu compte qu'il y avait finalement une certaine impuissance à essayer de changer les médias. Et j'en viens à ma question, c'est que est-ce que vous, à Acuité, puisque vous y êtes encore, et vous tenez la barre courageusement, est-ce que ça a encore un sens, enfin, est-ce que ça a encore du sens de penser qu'on peut améliorer la qualité de l'information ? Je pense que c'est un combat très très difficile, mais les plus belles causes sont peut-être pas les causes inutiles, mais ni désespérées, mais en tout cas les causes difficiles. Et c'est effectivement de toute façon pas Acuité tout seul qui changera les médias. Mais maintenant on travaille aussi avec des journalistes, ce qu'on a réussi à convaincre par et notamment les cafés de l'info qu'on a organisés. On a reçu encore, il n'y a pas si longtemps, Dominique Ignot de la Croix, donc on commence à avoir un dialogue avec un certain nombre de dirigeants. Et maintenant, on fait partie d'un autre combat qui est celui de créer en France un conseil de presse qui serait une instance tripartite avec des citoyens, des journalistes et des patrons, enfin en tout cas des représentants de ces trois intervenants dans les médias, pour juger des cas de dérive journalistique. Et si on aboutit, alors il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours, et notamment de sensibilisation de la classe politique, mais pas seulement, ça pourra permettre d'avoir quand même un lieu institutionnel où réellement les mauvaises pratiques, même on va dire un peu la fainéantise ou le parti pris des médias pourront au moins être pointés du doigt. Après, de toute façon, je pense, et c'est le sens peut-être de mon investissement plus général, que c'est peut-être même une crise de la pensée auquel on doit faire face en France. La pensée dont parle Finkielkraut, par exemple ? Peut-être. Alors c'est de manière beaucoup plus profonde, je dirais peut-être pas une faillite, mais en tout cas une très grande dérive de notre enseignement et finalement tout ce qui l'irrigue, dont les journalistes qui en sortent, dont la classe politique, dont peut-être les contre-pouvoirs. Et donc tout ça fait que l'exigence globale qui devrait être liée à nos médias n'est pas portée par peut-être des outils intellectuels suffisamment forts. Voilà, bon, on pourra en reparler un petit peu. C'est le sens finalement de la création de Liberté et République l'an dernier, puisque même malgré mon investissement à l'UMP, qui est finalement une grande machine électorale et pas vraiment le lieu d'un débat d'idées, on a du mal à créer, en tout cas à mon sens en France, une alternative politique réellement fondée sur une réflexion profonde sur notre société. Et donc tout ça est lié aux médias. Et donc vous pensez que donc le conseil de presse existe déjà dans certains pays, je pense, au Québec notamment. On a plus d'une vingtaine de pays. Une vingtaine de pays. Est-ce que vous pensez que c'est par la sanction que les choses peuvent changer ? Oui, enfin, la sanction, il ne s'agit pas d'enfermer les journalistes, ils n'ont pas besoin de ça. Ça peut être un blâme moral, ça peut être tout simplement le fait de ne pas avoir envie d'être examiné et de recevoir un blâme moral, parce qu'il n'y aurait pas de sanction financière, il n'y aurait pas d'interdiction d'exercer le métier de journaliste, mais on aurait été désigné ou blanchi d'ailleurs, parce que ce n'est pas qu'une sanction, c'est aussi peut-être pour casser certains fantasmes aussi de mauvais fonctionnement des médias et des journalistes qui font très bien leur boulot et qu'on accuse à tort. Donc c'est des deux côtés. Je pense que d'être observé, c'est en tout cas un dispositif de plus et ça ne peut pas faire de mal. C'est comme l'ordre des médecins. Il y a sans doute des médecins qui sont à coquiner avec certaines personnes de l'ordre et il y a des dérives médicales, mais quand même,
cet ordre existe. Bon, il a plus de force qu'un conseil de presse. Donc je pense que ça peut aider. Et ça ne suffira pas. Ça serait ouvert à toute tendance politique, parce que l'extrême gauche, par exemple, à Crimed, il y a un observatoire des Français des médias aussi, je ne sais pas si... Mais ils sont très actifs sur la critique des médias. Est-ce que vous ouvririez ce conseil de presse à ces gens-là également? Alors oui, puisque de toute façon, l'idée c'est que les représentants des journalistes seraient élus avec des modalités qui intégreraient les représentations syndicales, mais pas seulement des journalistes, les représentants du patronat aussi, et alors les représentants des citoyens. Il faudrait trouver des modalités d'élection, de choix, de personnes qualifiées qui aient justement suffisamment travaillé sur les questions des médias. Donc il y aurait, évidemment, ils auraient leur place, si tant est qu'ils ont envie d'y être, puisque c'est souvent une tendance à ne pas vouloir rentrer dans des systèmes plutôt qu'y débattre, puisque ça a été la position d'ailleurs de Crimed qui n'a pas voulu aller aux états généraux de la presse. C'était la position de Mediapart, qui d'ailleurs en a bien bénéficié après pour des raisons fiscales, mais je pense qu'à la limite ils s'excluront d'eux-mêmes s'ils doivent s'exclure, mais je pense qu'en tout cas la porte sera ouverte. Mais en tout cas c'est pas moi qui décide pour tout le monde, on est des représentants dans ce dispositif qui est quand même mené activement par des journalistes, donc c'est ça qui est quand même une bonne chose, dont Yves Agnès, qu'on est le président. Yves Agnès, Jean-Luc Martin Lagardette également. Exactement, et pas mal d'autres personnes qui sont liées à cette initiative. Il y a d'autres associations de citoyens qui arrivent, la Ligue de l'enseignement, d'autres personnes. La Ligue de l'enseignement, très connotée donc politiquement. Assez connotée, mais peut-être, mais pourquoi pas. C'est la preuve que justement la porte est ouverte. Mais avec qui on a de très bonnes relations, parce que après tout, c'est un combat pour la diversité des points de vue et pour la qualité de la production journalistique. Normalement, on doit pouvoir se retrouver dedans, j'ose l'espérer. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de diversité de toutes sortes, mais rarement de la diversité des idées. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Alors, ma deuxième question concerne toujours les médias, c'est très important, à mon sens. Le paysage qu'on appelle le PAF, paysage audiovisuel français, est en pleine mutation. On voit des grands médias perdre des millions chaque jour quasiment, ce qu'on appelle les anciens médias, tandis que de nouveaux médias apparaissent. Mais vous avez des gens comme Rue 89, Bakchiche, même si ça ne va pas très bien pour eux en ce moment, Arrêt sur Image, Mediapart. Bon. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que c'est une révolution? Enfin, comment vous voyez la chose? Je pense que c'est une bonne chose, mais que ce n'est pas... Enfin, c'est une révolution qui va prendre du temps, parce que là où on continue à s'intéresser au cœur du sujet pour Acuité, c'est ce qu'on appelle, pour prendre un anglicisme, les médias mainstream, c'est-à-dire ceux qui façonnent l'opinion. Donc tant que ces médias alternatifs ont une influence limitée sur l'opinion, quand bien même ils fonctionneraient mieux, l'impact serait limité, c'est-à-dire que ce n'est pas Rue 89 qui fixe l'agenda des régionales, par exemple. Si on regarde la manière consternante dont ont fonctionné les grands médias, notamment audiovisuels sur les régionales, c'est-à-dire que moi je suis quand même frappé, c'est qu'on fait des débats, ils sont ce qu'ils sont, après les élections, le soir des élections. Au lieu de faire un débat une semaine, 15 jours et 3 semaines avant, le dimanche soir, où on pourrait avoir des décrochages, et en prime time, on le fait après. C'est quand même consternant. Donc voilà. Après, on s'étonne que les gens n'aient pas voté. Donc ça, je dirais que ce ne sera pas ces médias alternatifs qui feront changer, à moins qu'eux arrivent à organiser, par exemple, ce genre de débat en prime time et à attirer. Alors après, il y a la question du modèle économique qui fait que sur Internet, les choses sont plus difficiles. Ceci dit, si vous arrivez à insérer dans un flux Internet des publicités et que vous arrivez à faire suffisamment d'audience, on peut espérer, alors ça va peut-être prendre une dizaine d'années, que certains médias prennent sur Internet peut-être la place de certains médias sur la TNT, ou des choses de ce ordre-là. Moi, je reste persuadé, bien qu'étant entre guillemets jeune, qu'il y a une praticité, enfin, il y a une commodité d'usage de la télévision, vous arrivez, vous allumez, qui fait qu'elle aura comme toujours un rôle dominant, c'est-à-dire sur l'ordinateur, il faut s'y brancher, etc. Vous avez une partie du public qui n'y va pas, parce qu'il ne sait... Bon, donc ça va prendre du temps, mais j'ai beaucoup d'espoir. Ouais. Je vais terminer sur une chose, surtout s'ils font de l'investigation et s'ils font du débat d'idées. Si ça doit être simplement le véhicule, parce que moi, l'autre danger que je vois, c'est le véhicule du buzz. Typiquement, la petite phrase prise sur un homme politique qui dit à sa voisine « t'es un peu conne ». Ah, alors c'est un salaud, il a agressé je sais pas qui, les trucs d'Hortefeux, un peu volés, l'université d'été de l'UMP, le castor, enfin bon. Et tout ça, si c'est le buzz sur vraiment ce qu'il y a de moins intéressant pour moi en politique, peut-être pas pour tout le monde, mais les petites phrases sorties du contexte, etc., et qu'on l'a mis sur Internet et qu'on faisait ça sur Facebook, c'est un danger pour la politique, pour moi, parce qu'on va devenir
c'est carrément la star académisation, c'est vraiment le détail, c'est la cour de récré, qu'est-ce qu'il a dit. Justement, C'est ça, est-ce voilà. que vous partagez l'avis de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait beaucoup de buzz, lui aussi? Je ne partage jamais l'avis de Jean-Luc Mélenchon par définition. Par définition, je prends un risque, je prends le pari. Est-ce que vous faites une exception sur ce qu'il a opposé à un journaliste stagiaire du Parisien qui lui parlait de la prostitution entre les deux tours des régionales? Vous avez suivi ça? Il a dit c'est pas un sujet pour ça, vous devriez vous intéresser à autre chose. Voilà. C'est le choix du journaliste de faire le sujet qu'il veut. Non, je pense qu'il s'est conduit de manière assez déplorable, un peu autoritaire. Non, enfin, on peut parler des maisons closes à tout moment, je veux dire, y compris dans les régionales. De toute façon, et c'est pas ce pauvre journaliste qui aurait pu faire à lui seul l'intérêt de la campagne régionale. Mais il était dans une manifestation, Mélenchon, sur quelque chose, j'ai oublié. C'était une manifestation politique, il manifestait, mais en l'occurrence... Si vous voulez, le Front de gauche diffusait des tracts sur la réforme des retraites 3 jours avant les régionales qui n'ont aucun poids sur la retraite. Donc, bon point. Mais il me semblait quand même que sa critique des médias était en partie, même si la forme effectivement était très hautaine, arrogante, etc., il me semblait quand même sur le fond, il y avait quelque chose, c'est-à-dire que pour parler de qualité de l'information, est-ce que pour vous, c'est faire de l'information de qualité que de parler finalement d'autre chose que de politique dans une période éminemment politique? Oui, non, mais je n'irai pas défendre le journaliste qui a posé cette question, mais il y a vraiment des sujets plus graves. C'est juste ce que je veux dire. Il pouvait je pense qu'en fait, il a voulu faire un coup, montrer que c'était un homme d'État ou quelque chose de cet ordre-là, et puis certaines personnes peuvent le croire, c'est leur droit. Il n'apparaît pas vraiment à son avantage, malgré tout. Voilà. Mais il pouvait dire je ne trouve pas cette question très intéressante, ne voulez-vous pas plutôt m'interroger sur notre position sur le régional? Voilà, ça suffisait. Alors, passons-en justement à la politique, même si on était un peu sur les deux. Donc vous animez un cercle de réflexion libéral et républicain. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si ces deux notions peuvent être compatibles et comment vous les rendez compatibles? Ce qu'on pense, c'est justement de l'opposition et des contrastes nés l'étincelle et la créativité. Donc, disons qu'on a cherché un nom qui était porté effectivement par nos deux combats. Et en fait, au fond, je pense que le positionnement droite-gauche n'a plus de sens. Je ne suis pas le seul à le penser, ce n'est pas une innovation. Et j'ai essayé de réfléchir pour dire quelles étaient vraiment les notions qui pouvaient être sous-jacentes à un projet politique et voire un projet de société. Il me semble que sur la liberté, qui peut se décliner soit en liberté de penser, soit en liberté économique, on va dire, plus, on a vraiment une opposition en France entre des partisans, on va dire, des initiatives individuelles et des partisans du maternage étatique. Donc c'est un peu ça, et à la fois, les mêmes sont à la fois partisans de la censure juridique, avec tout un nombre de lois liberticides, et là il y a un lien avec ce qu'on faisait aussi avec l'équité, il y a des opinions qu'on ne peut pas émettre. Dans la patrie des droits de l'homme, c'est quand même assez incroyable. Donc il y a la liberté de penser, la liberté en fait finalement que la société avance par les individus et non pas par le grand génie des commis de l'État assis dans des ronds de cuir dans des ministères. Voilà, en gros, je vous le fais très rapidement. Et aussi que la liberté est ce qui permet à l'homme de se sentir fier par la fierté des réalisations qu'il apporte et la responsabilité. Donc ça, il y a un premier clivage. Et l'autre, sur la République, on a un peu d'opposition entre, on va dire, des mondialistes ou des pas fiers de leur France, on va dire, et d'autres personnes un peu plus attentives à d'où on vient, quelle est notre culture, qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce que le lien républicain. Et quelque part, on s'est dit surtout, et donc là où il y a très bien les oppositions entre on va dire, les altermondialistes et les libéraux républicains, pour faire clair. Et on s'est dit surtout, en fait, on avait aussi un certain nombre de libéraux en France, dont le mot est un peu compliqué, dont on avait l'impression qu'ils avaient surtout envie de ne pas payer d'impôts et de gagner plein d'argent pour eux, et finalement leurs voisins ne les intéressaient pas. Alors c'est une caricature des libéraux, mais c'est comme ça que c'est perçu. Et nous on s'est dit quand même, il y a un sujet politique auquel on cherche encore, alors c'est comme avec on cherche beaucoup, comment est-ce qu'on peut être individualiste et collectif? Comment est-ce qu'on peut être libéral et républicain? Et c'est dans cette tension de comment est-ce que je peux mener ma vie, être, entre guillemets, récompenser des efforts que je fais, et en même temps contribuer aux efforts de la collectivité. Et il nous semble qu'en fait c'est beaucoup plus cohérent, en fait, on peut d'autant plus être généreux avec autrui que ce qu'on possède, on l'attirait par soi-même et non pas d'un quémandage de l'État ou d'une aide. Voilà. Très bien. Mais je crois qu'on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité, donc je ne vous poserai pas une dernière... Bon, on peut aussi, mais si vous y répondez vraiment très rapidement à une question vraiment très générale, est-ce que pour vous, l'avenir médiatique est à Internet? Internet fait partie de l'avenir médiatique, mais pas que. Je pense que la télévision durera longtemps. Aucun média ne tue les précédents. Et Internet ne fera pas exception à la règle? Il ne tuera pas les autres médias, je ne pense pas. Ou alors, dans un temps tellement long qu'on aura le temps de se revoir pour en reparler.
Très bien. C'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup Thomas Nowotski d'avoir participé à votre quart d'heure de célébrité. Merci à toi Jean, merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Et n'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. À bientôt.